Ouais, carrément. Comme l'indique le titre de cette vidéo, je peux l'affirmer haut et fort, Netflix a foutu le bordel dans ma vie. Si t'as vu ma précédente vidéo, tu trouveras le lien en description. Et puis là, quelque part, dans un coin de l'écran, tu sauras de quoi je parle. Sinon, je t'invite à aller regarder ce podcast dans lequel je t'explique comment je suis sortie du trou dans lequel mes différents handicaps m'avaient emprisonné l'année dernière. Et pour la faire courte, Squid Game 2 et les algorithmes de Netflix m'ont catapulté dans la pop culture sud-coréenne. Pourquoi ce timing précisément? Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler de K-drama auparavant? Comment ai-je pu passer à côté du cinéma sud-coréen? Peut-être que d'avoir réalisé un grand ménage dans ma vie, dans tous les sens du terme, m'a permis d'attirer à moi ce dont j'avais désespérément besoin, à savoir de la nouveauté, mais surtout de retrouver la joie de binge-watcher en toute simplicité. Parce qu'à ce niveau-là, j'étais grave en perdition. Pourquoi? Ça tient en une simple phrase. Plus aucune production anglophone ne me faisait vibrer, que ce soit sur les plateformes de streaming ou au cinéma. Et les productions françaises? Alors là, désolée, je vais sans doute te choquer et je l'assume. Ça fait un moment qu'elles me font honte. Pour moi, il n'y a rien à kiffer, que ce soit le jeu de nos acteurs, catastrophique de nos jours, les propositions, et peu importe les genres, la réalisation, etc. Seul Alexandre Astier trouve encore grâce à mes yeux pour tout dire. Squid Game 2 sort 3 ans après le lancement phénoménal de la série. Je me rappelle avoir kiffé, mais on oublie vite, surtout quand ta santé mentale et ses comorbidités s'en mêlent. No comment. Et là, sans surprise, gros coup de cœur pour cette suite. Je ne développerai pas ici, tout le monde en a parlé, j'insisterai juste sur ce que j'en retiens, à savoir l'aspect psychologique beaucoup plus approfondi et le scénario vicieux qui m'a tenu en haleine du début à la fin. Et nous y voilà, tout en respectant la chronologie de ma violente initiation à la Hallyu, te présente ici mes coups de cœur en matière de K-drama made in Netflix. Attention, je ne ferai référence qu'aux séries produites par Netflix. Entre deux, j'ai bien sûr consommé d'autres titres du catalogue abyssal de la plateforme, et d'ailleurs également, mais on en reparlera dans de futures vidéos, car il y a de quoi faire. L'univers ne fait pas les choses à moitié. Il a capté que j'avais kiffé le recruteur de Squid Game, aka Gongyu, et je démarre l'apéro avec The Trunk, mochement traduit en français par Pour seul bagage. C'est sorti peu de temps avant Squid Game et v'là la claque. Un mélange d'anticipation, de romance contrariée, de thriller, de manipulation, et je découvre l'acteur dans un registre radicalement différent, mais tout autant marquant. À une époque où les rencontres amoureuses deviennent des produits assortis d'une date limite de consommation, une agence propose des locations d'épouses pour la durée de ton choix. Juste un contrat pour le paraître en société, pour avoir l'illusoire impression de ne pas être seul, sans obligatoirement consommer. Et c'est le cadeau de rupture que l'ex de Gongyu lui offre. Une épouse qui semble cultiver le mystère et l'attraction. Et ça se regarde tout seul, c'est terriblement efficace. J'hallucine de retrouver des thématiques sociales et sociétales à l'image de ce qui avait été fait dans Squid Game, et je suis subjuguée par la qualité de la production dans tous les domaines. C'est le jour et la nuit avec tout ce que j'ai vu depuis des lustres. Petite parenthèse, depuis, j'en ai consommé du contenu sud-coréen, films, dramas, et je n'ai à ce jour pas encore vu une œuvre de mauvaise qualité. Je note tous mes visionnages sur Sens Critique et j'ai jamais mis en dessous de 6 sur 10. Si ça t'intéresse, tu peux m'y retrouver via mon petit nom, Charlotte Camden. La suite, l'envoi du lourd, The Glory. C'est plus une baffe, mais un parpaing dans la tronche. Jamais encore j'ai vu un truc aussi dingue sur la vengeance. C'est jouissif du début à la fin, mais hyper douloureux.
Cette pauvre fille victime de harcèlement scolaire, à la limite de la torture. Alors d'ailleurs, ces scènes-là ont été pénibles à regarder. Et ben elle va peaufiner pendant quasiment toute sa vie sa terrible vengeance. Et ça va faire très mal pour ses tortionnaires. Gros coup de cœur pour l'héroïne, alors magistralement interprétée par Song Hye-kyo. Et puis le reste du casting, il est pas mal non plus. Le cœur lourd, je termine ce drama avec la peur de ne plus vibrer aussi fort. C'était sous-estimer la puissance du soft power sud-coréen. J'écoute mon intuition et j'embarque dans l'unité psychiatrique d'un hôpital pour y suivre une jeune et solaire infirmière qui vient de s'y faire muter. Ne vous fiez pas au titre Daily Dose of Sunshine ou en français une dose quotidienne de soleil. Certes, c'est lumineux, mais c'est aussi très dark. Moi qui suis très sensible à la psychophobie et à la déstigmatisation de la santé mentale, voilà un drama d'une justesse exceptionnelle dans le traitement de la bipolarité, de la dépression, de la schizophrénie et j'en passe. On y aborde les points de vue des soignants, des malades, des familles, des gens ignorants qui font plus de mal que de bien aux patients. Rien n'est tout noir ni tout blanc, tout ici est question de nuances et c'est beau, c'est percutant, c'est émouvant. Sans niaiserie. Encore un mélange des genres, des tranches de vie à la fois drôles, graves et poignantes, des hauts et des bas car personne n'est à l'abri de connaître une fois dans sa vie un épisode de détresse psychologique, ni se retrouver directement ou non confronté à la maladie mentale. Encore un parpaing dans la tronche, est-ce que ça va s'arrêter un jour ? Bon, c'est bien aussi de varier les plaisirs, n'est-ce pas ? Et les genres. Et mon péché mignon, c'est les zombies. Ne me juge pas, s'il te plaît. Je viens de voir Dernier train pour Busan et j'ai honte. Pourquoi n'en ai jamais entendu parler avant alors que je pensais avoir presque tout vu sur le sujet ? À croire que c'est fait exprès, je te jure. À ton avis, qu'est-ce que Netflix me propose ensuite ? Un drama adapté d'un webtoon, Kingdom. C'est quoi cette dinguerie ? Du zombie historique en pleine dynastie Joseon et une zombification originale qui vient lorgner du côté de Game of Thrones et The Strain, intelligent. Un suspense haletant, une production parfaite de A à Z, il n'y a rien à redire. On s'attache aux personnages principaux, aussi bien Chu Chi-woon, le prince héritier menacé du trône, que Beduna, l'apprentie doctoresse. Ici, on n'est pas que sur du survivalisme et de l'horreur. Il y a des intrigues de palais, de la trahison, de l'épique, de l'injustice, bref, un cocktail explosif. On reste cependant sur sa fin, vu le cliffhanger, et on attend toujours désespérément une suite. Je vais passer rapidement sur Celebrity, un drama très sympa sur l'impitoyable univers toxique des réseaux sociaux, le jeu des apparences, l'hypocrisie, l'arrivisme, la cupidité, la cruauté des influenceuses dites lifestyle sud-coréennes. Mais il y a aussi un peu de romance et beaucoup de vengeance au programme. C'est super sympa à regarder, mais ça te dégoûte des réseaux sociaux si c'est pas déjà le cas. On retourne dans le passé pour un drama historique, magistral et très renommé dans lequel on va retrouver du très bon monde, dont Lee Byung-hun, que beaucoup ont découvert grâce au frontman de Squid Game. Alors, Mr. Sunshine, c'est une fresque flamboyante qui marque. Début XXe siècle, la Corée est encore sous occupation japonaise, enfin presque, mais elle va le devenir très vite. Peu de temps avant ça, un esclave orphelin prend la fuite et il se place sous la protection d'un missionnaire américain qui l'emmène avec lui. Eugene Choi, alias Mr. Sunshine, va y gravir les échelons et se hisser dans la haute hiérarchie de l'armée américaine. Mais il revient dans son pays qu'il a trahi et dont il espère se venger. Sauf que le destin et la grande histoire vont s'en mêler.
Outre la sublime romance, alors certes parfois trop contemplative, mais ça s'inscrit dans les codes des dramas traditionnels, et bien c'est terriblement violent, c'est épique, c'est drôle, mais injuste. Et c'est badass. Difficile aussi de ne pas s'attacher aux 5 personnages principaux. Du rire aux larmes, il n'y a qu'un tout petit pas. C'est culte et c'est à voir absolument. Et prévoyez le paquet de mouchoirs. Après un tel voyage, il faut du radical. Pourquoi ne pas se laisser tenter par une série médicale ? Est-ce que la Corée du Sud, elle a mieux à nous offrir que les innombrables et insipides fictions américaines ? Eh ben oui, incontestablement. J'opte pour The Trauma Code Heroes on Call, ou appel à l'héroïsme chez nous, où je retrouve avec plaisir Chu Chi-hoon, découvert dans Kingdom et dont je viens de te parler. Alors, encore un drama adapté d'un webtoon. Bon, ce drama, il est vite torché, ça va super vite et ça dépote. Sur le papier, tout est réuni pour qu'on déteste le héros, donc un médecin spécialisé en traumatologie, virtuose, antipathique, arrogant, mais diablement efficace et innovant dans sa pratique. Bah ouais, avoir été médecin de guerre, ça aide un peu à développer des réflexes et à improviser. On passe un bon moment, mais aurons-nous une suite ? La série a cartonné, c'est clair. Normalement, on aurait 2 saisons de plus, mais pas de confirmation de Netflix pour l'heure. Et à mon avis, l'emploi du temps chargé de Chu Chi-hoon doit justifier cette attente. Je dois t'avouer que j'ai un très gros faible pour le western kimchi depuis que j'ai découvert le culte film Le Bon, la Bru, le Cinglé. Alors, quand le vicieux algorithme de Netflix me propose Song of the Bandits, je n'hésite pas, surtout avec Kim Nam-gil en tête d'affiche. Et ouais, je viens de découvrir cet acteur à travers 2 rôles magistraux dans Through the Darkness et The Fairy Priest, tous 2 dispo dans le catalogue Netflix. Et je t'en reparlerai dans une prochaine vidéo aussi parce que c'est du très lourd. On retourne ici sous occupation japonaise, bien effective cette fois, entre innombrables injustices et une cruauté sans nom du côté de l'occupant. Un Coréen, donc anciennement enrôlé dans l'armée ennemie, retrouve une raison de vivre en expiant ses crimes et s'associe à une bande de bandits. Leur but est tout simple, protéger le peuple Choseon, donc coréen, et participer à la résistance aux côtés de l'armée vertueuse. Alors, t'as une bande originale très rock qui fait que ça dépote pas mal aussi. C'est super bien exécuté et joué, la photographie est belle, le tout est équilibré. On aurait vraiment aimé une suite parce que le scénario il est vraiment bon, mais Netflix en a décidé autrement, un non-sens de plus. Après ça, faut à nouveau varier les plaisirs. C'est important, tu le sais. Mon intuition il disait, agissant une fois de plus en qualité de boussole, et je tombe sur un ovni. Du genre barré, inclassable, mais percutant. Avec un putain de concept bien trouvé. A Killer Paradox. Nous balance un drama au faux air de meurtre en série, opéré par un gentil gars en apparence, et puis bien malgré lui surtout, par accident. Sauf que ces victimes sont en fait des pourritures de la pire espèce, qui méritaient un peu beaucoup leur sort. Mais c'est sans compter un flic soupçonneux et tatillon qui est bien motivé à démasquer le meurtrier et ça va pas s'arranger quand ce dernier se retrouve embarqué dans une spirale sans fin. Bref, j'ai adoré, c'est sanglant, c'est dark, il y a beaucoup d'humour noir et puis ça questionne sur le monstre en nous qui demande qu'à prendre le dessus si on se perd un peu trop longtemps à contempler l'abîme. Je te cache pas qu'après ça, j'ai envie de rester dans de la baston en bonne et due forme. C'est un peu le mood du moment, quoi. Et puisque tout le monde ne parle que de héros fragiles, alias Wiki Class, encore un webtoon à la base, je me laisse tenter par ce trio de lycéens qui est harcelé par des petites frappes et qui décide de dire stop. C'est l'occasion de retrouver une thématique très forte et un sujet de société brûlant, à savoir le harcèlement scolaire. Alors oui, il n'y a que la saison 2 qui a été produite par Netflix, mais la plateforme a enchaîné la sortie des 2 parties.
C'est hyper violent, on a vraiment très mal pour eux, ils s'en prennent plein la gueule, et c'est explosif et jouissif, je l'avoue là encore. Et puis merde quoi, la prestation de Park Ji-woon elle est juste exceptionnelle. Un petit jeune dont il faudra suivre la carrière incontestablement. Comme quoi, la K-pop est un sacré vivier de talent et on en reparlera aussi plus tard. On reste dans du phénomène de société avec Trigger, magnifiquement traduit chez nous, avec sur la gâchette. Le pitch, il est on ne peut plus actuel, dans une Corée du Sud où les armes à feu sont rigoureusement contrôlées depuis les années 50 et la guerre de Corée en fait. Que se passerait-il si elles se répandaient dans la population tel un virus? Et dans une société stressée et très dense. Encore un sujet d'actualité très brûlant, décidément. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui poussera le pays à légiférer pour un encadrement très sévère des armes à feu. C'est d'ailleurs l'un des plus stricts au monde. Autrement dit, ça ne concerne pas certaines professions comme la police et les militaires, ainsi que les chasseurs et tireurs sportifs qui doivent conserver leurs armes au commissariat. Sauf qu'ici, les armes, et pas que des petits calibres, vont se retrouver envoyées aux gens lambda dans des colis. Tu veux te venger d'une injustice, t'as qu'à demander. Et ça va faire pas mal de dégâts, crois-moi. On retrouve de nouveau Kim Nam-gil, ancien membre des forces spéciales reconverti en flic, en bas de l'échelle, qui va flairer le trafic d'armes et tenter de l'arrêter. Il se heurte à un antagoniste charismatique, brillamment interprété par Kim Yoo-kwang, et je peux vous dire que vous l'oublierez pas de sitôt. Et tous deux nous offrent une bromance plus qu'intéressante, je dois dire. C'est sobre, c'est efficace, c'est sanglant, alors il n'y a rien de flouté ici, puis ça gicle pas mal. Et puis ça donne à réfléchir, quoi. Jusqu'où la détresse et l'injustice peuvent-elles nous mener si aucun garde-fou ne nous protège? On arrive à la fin de cette sélection avec ma toute dernière découverte, à l'heure où j'enregistre ce podcast, La créature de Kyung-song. Alors oui, ça date un tout petit peu, mais c'est un sacré mélange des genres ici avec 2 saisons aussi surprenantes que qualitatives. Direction le Séoul, toujours occupé par les Japonais, mais qui viennent de se prendre une bombe atomique en 1945. Bien sûr, tout comme leurs alliés allemands, ils se livrent aussi à des expérimentations sur des Coréens dans le but de, au hasard, dominer le monde en créant un surhumain peut-être. Classique, me diras-tu? Oui, sauf que ça vire au cauchemar, style Lovecraftien, avec un joli combo résistance, enquête sauvetage, manipulation et trahison, cruauté, romance karmique, etc. Je dois avouer que j'ai été très surprise d'apprécier la série, bien que la créature en question elle soit plutôt bizarre. Alors est-ce que ça tient des effets spéciaux ratés ou plutôt d'une bizarrerie graphique voulue et assumée? Je penche plutôt pour la première proposition, mais on va dire que ça passe. Surtout quand on découvre le contexte derrière le monstre. Les rebondissements, ils apportent beaucoup d'air frais, c'est rythmé comme il faut, c'est propre à tous les niveaux. Et puis, mention spéciale au couple torturé de la série qu'incarnent Park So-joon et Han So-hee. La saison 2, elle va redistribuer les cartes et tu seras pas prêt. C'est bien trouvé, scénaristiquement parlant, et si tu me sors que c'est trop gros ou pas crédible, je te répondrai juste ceci, science-fiction et fantastique. Alors, les K-dramas et Netflix, autothérapie et ou addiction? C'est un peu les deux dans mon cas en fait. D'une, ça m'a ouvert sur l'extérieur. Ça m'a donné envie d'étudier ce pays incroyable, fondamentalement ancré dans une dualité et une résilience d'une intensité rare, et cela sous toutes ses coutures. De deux, il est plus qu'évident que la Corée du Sud incarne aujourd'hui un véritable vivier artistique en pleine ébullition, après des décennies, voire des siècles d'oppression, de censure, etc. Un ailleurs aux traditions différentes. Certes, il y a des red flags et des trigger warnings qu'il faut garder à l'esprit afin de ne pas idéaliser le pays et sa culture via le prisme imaginaire des K-dramas plus romantiques, dirons-nous.
Autant dire ici un exemple de résilience et de miracle sociétal malgré les effets secondaires qui gangrènent toujours le pays aujourd'hui. D'un autre côté, tomber dans cette marmite-là, et tu seras d'accord pour dire que sur Netflix, on n'en voit jamais le fond, ça engendre une addiction indéniable. Manger et dormir deviennent vite une perte de temps. La vie sociale, c'est quoi? Non, je plaisante, enfin, partiellement. L'algorithme est pernicieux et cerne vite tes attentes. Il va même jusqu'à te défier en te proposant autre chose. Et faible que tu es, tu cèdes très facilement. En définitive, la seule mise en garde que je pourrais émettre, c'est de ne pas oublier que ce qu'on y voit, c'est pas la vraie vie. Certes, la bouffe, les lieux, les coutumes et les nombreux placements de produits, oui. Pour tout le reste, ça reste de la fiction et ça fait très bien le job. Donc oui, Netflix et ses K-dramas m'ont sauvé du néant culturel en termes de séries et de cinéma, mais ils m'ont aussi propulsé dans la pop culture sud-coréenne, à l'origine du projet de vie que je développe dans l'autre wagon de mon train lanterne, et ça aussi c'est un petit miracle. Si ce premier contenu dédié à la K-pop culture t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner en n'oubliant pas d'activer la petite cloche si tu souhaites découvrir les prochains épisodes de la chaîne. Mon train lanterne a encore beaucoup de paysages à te montrer, le voyage est loin d'être terminé. D'ici là, prends soin de toi, belle découverte, K-dramatesque, je sais, ça se dit pas, mais ça sonnait bien. Et on se retrouve très vite pour un nouveau focus sur la prolifique culture du pays du Matin Calme.